Moi, si tu veux, les Américains nous entraînent, et encore heureux qu'on ait résisté une ou deux fois, mais nous entraînent dans un truc complètement destructeur. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en train de perdre une guerre en Ukraine, ils sont en train de la perdre. Alors si tu veux privatiser le pays, les amis, votez pour ça. Si tu veux faire la serpillière devant un pays qui génocide, tu peux voter pour ça. Si tu veux des personnes qui ont volé dans la caisse des Français, tu peux encore voter pour ça. Moi, personnellement, faire la serpillière, c'est pas trop mon truc. Je suis certain que nous allons gouverner. Je suis certain que nous allons gagner. Parce que la France en a besoin. Parce que nos idées, que nos projets, parce que nos convictions sont celles qui sont utiles, indispensables, nécessaires au redressement français. Parce que nous avons ouvert cette route, parce que les Français sont de plus en plus nombreux, et quelles que soient les attaques de toute nature, les plus ignobles, les plus abjectes, les méthodes employées, qui éloigne quand même notre pays d'une grande démocratie, eh bien, cette coalition n'a jamais été aussi puissante, aussi forte. Toutes les enquêtes d'opinion le soulignent, encore une qui est sortie hier, le potentiel électoral n'a jamais été aussi élevé. Donc nous allons gagner. Et l'enjeu de cette journée, et l'enjeu des jours qui viennent, des mois qui viennent, c'est de nous y préparer. C'est de faire en sorte qu'on soulève les derniers obstacles, les dernières réticences. On nous demande plus qu'aux autres, on est plus exigeant qu'avec les autres. On est plus regardé, plus attaqué naturellement, c'est une évidence, que les autres. Le système résiste. Il résiste d'autant qu'il sait qu'il est en faillite, d'autant qu'il sait qu'il mesure qu'il a échoué et que les Français vont le sanctionner. Donc tous les moyens sont utilisés, mobilisés, employés pour tenir quelque part une place qui est assiégée et que nous allons conquérir. Et là les amis, voici une définition assez particulière de la paix, selon l'avocate Nili Kupfer Naori, pro-israélienne. Un plan de paix, moi je suis tout à fait pour. Je suis pour la paix à Gaza. Et je suis pour la paix à Gaza. À mon sens, la paix à Gaza ne sera possible que si il y a une émigration massive des Gazaouis vers d'autres pays. Macron sera certainement enchanté vu qu'il tient tellement les Gazaouis d'en récupérer. L'émigration volontaire, je suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui voudront aller en Europe ou dans d'autres pays. L'installation d'implantation, de réimplantation juive à Gaza, parce que nous avons compris que le 7 octobre est arrivé à cause de l'erreur du retrait unilatéral en 2005, de l'évacuation, de la déportation de 8500 juifs qui s'y étaient installés et qui assuraient la sécurité de tous les villages qui bordaient Gaza et de tout le pays. Et aujourd'hui, nous nous en rendons compte. Donc un plan de paix, je l'espère. D'autres pays arabes qui se joindraient aux accords d'Abraham, je l'espère, mais la paix contre la paix. Ça doit être l'équation unique qui doit guider des accords de paix supplémentaires. Et ça les amis, c'est pas condamnable. Alors elle explique sans cligner de l'œil bien sûr, sans bégayer, qu'en gros faut déporter des millions de Gazaouis dans les pays européens. Mais non, ils sont dans leur terre là-bas. Les millions de personnes que vous essayez d'expulser de force les amis, ils veulent rester sur leur terre. Pourquoi? Tout simplement parce que leurs ancêtres ont construit ce pays, ce qui est logique. Leur père, leur grand-père, etc. Moi la question que j'ai envie de poser, où sont l'ARCOM et surtout où sont les instances internationales pour condamner ces personnes-là qui ramènent une haine en Europe? En 1967, De Gaulle disait à Israël, si vous attaquez, nous condamnerons. Aujourd'hui, ces prises de position lui vaudraient d'être aperçues comme un islamo-gauchiste. Et ça, par toute la classe politique. En 1967, voici ce que disait le général de Gaulle au gouvernement d'Israël. Si Israël est attaqué, nous ne le laisserons pas détruire. Mais si vous attaquez, nous condamnerons votre initiative. Puisqu'Israël avait attaqué en premier, la France n'avait aucunement participé à sa défense. En affirmant, après les bombardements de la nuit du 12 juin, l'attachement de la France au droit d'Israël à se défendre, vous faisiez mine d'ignorer que c'était précisément Israël qui avait attaqué en premier lieu. Vous avez rompu avec l'attachement de la France au droit international, capitulé sans condition devant l'international réactionnaire, en ralliant la doctrine de la guerre préventive. Cela vous a conduit à regarder impuissants les frappes israéliennes sur la prison d'Evin, dans laquelle sont pourtant enfermés 2 Français, Cécile Collère et Jacques Paris,
ainsi que la jeunesse condamnée à mort par le régime iranien. Vous êtes restés muets devant les frappes sur les installations nucléaires iraniennes, pourtant considérées comme des crimes de guerre et faisant peser un risque de contamination radioactive. Vous devez refuser la guerre et vous devez refuser tout particulièrement la guerre préventive. En droit international, la guerre préventive n'existe pas. Ce prétendu principe a été inventé pour les besoins de l'administration Bush Junior en 2003, contente de tuer Saddam Hussein que son pays avait aidé contre l'Iran. 1 million de morts plus tard, après la naissance de Daesh largement permise par ses brillants stratèges, les mêmes osent revenir défendre cette idée. Les mêmes qui défendaient mordicus, que l'Irak détenait des armes de destruction massive, affirment aujourd'hui que l'Iran serait au seuil de l'arme nucléaire, alors que toutes les agences de renseignement disent le contraire. Le ridicule ne tuant pas, ce sont encore les mêmes qui hantent les plateaux télévisés pour conseiller toujours plus de bombes sur toujours plus de civils, l'éditorialiste Caroline Fourest allant jusqu'à oser dire que le peuple iranien allait devoir payer le prix du sang. Les propagandistes de guerre sont dangereux. La guerre, ils la vendent mais ils ne la font jamais. C'est bien commode. Alors on va un peu parler de nos autoroutes françaises, les amis. Le député Christophe Bex dépose une proposition de loi pour renationaliser les sociétés d'autoroutes. J'ai envie de te dire, excellente idée. L'arnaque a trop duré. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais essayer de tenir en 2 minutes pour vous proposer et vous présenter la proposition de loi concernant la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes. On reste toujours dans le cadre de la voiture. Donc juste rappeler les origines, la privatisation de 2006 qui s'est passée dans de très mauvaises conditions. Il y a une seule banque de conseil qui avait été sollicitée, donc il y avait déjà un discrédit sur la procédure avec la non-révision des contrats et on est arrivé à une sous-évaluation de la privatisation de l'ordre de 10 milliards. Donc ça prive l'État de revenus avec des infrastructures qui sont pérennes et très très rentables. Alors cette proposition, nous la portons dans le programme de l'avenir en commun et elle avait été déjà présentée par Bénédicte Taurine, député de l'Ariège, lors de la 15e législature. Le but, c'est de restaurer par la gestion publique tout simplement l'intérêt général. Les usagers subissent les hausses des péages qui sont complètement déconnectés par rapport à l'inflation. Pendant ce temps-là, les sociétés engrangent énormément de revenus. C'est une situation qu'on appelle de rente. Ils ont récupéré 3 fois la mise initiale avec une marge brute incroyable de 75%. On constate aussi que les travaux qui étaient prévus parfois ne sont pas réalisés. Avec leur système intégré entre les sociétés et les filiales, ils augmentent les marges. Donc ça manque sérieusement de régulation. Donc il y a un impératif à nationaliser, que l'État reprenne la main tout simplement pour l'aménagement du territoire, pour l'égalité entre les régions et mettre fin à ce système apparenté à du racket. L'article 34 de la Constitution le permet. C'était le cas pour les plus anciens, si vous vous en souvenez, en 1982. Et c'est une mesure d'efficacité économique, réduire le montant des péages, l'entretien du réseau, aussi le réseau secondaire, pour enclencher la bifurcation écologique avec le ferroutage, reprendre la main, c'est réaliste, c'est juste et c'est nécessaire. Et dans le premier article, on demande la nationalisation dans un délai de 1 an et empêcher la prolongation de toute nouvelle concession et de toute création de concession. Je vous remercie. Déjà, la question qu'on va se poser, quel pays au monde a vendu ses autoroutes? Je vous le dis, il n'y en a aucun, les amis. Ça, c'est comme la chaîne nationale. De base, on ne la vend pas. Eh ben, nous, on vend tout en France. On vend tout. Que ça soit la Poste, les amis, vendu. Que ça soit la première chaîne nationale, TF1, vendu. Que ça soit nos autoroutes, vendu aussi. Que ça soit nos stades de foot, vendu aussi. Et que ça soit nos usines, vendu aussi. Pas besoin de vous dire qu'on vend tout. Il y a un braquage qui se fait, et un braquage sous les yeux des Français. Et on va finir en beauté avec le député de la France Insoumise, David Guiraud, qui va nous expliquer la priorité, c'est de quitter l'OTAN. Cette parole-là, on devrait l'entendre dans toutes les bouches des Français. On fait quoi avec l'OTAN? On en sort. Là, pour le coup, ça, on a toujours été clair là-dessus. Jour 1, on sort. C'est-à-dire, jour 1 où on prend le pouvoir, on sort de l'OTAN. Les États-Unis d'Amérique sont, moi, malgré l'amitié pour le peuple, c'est quand même l'empire le plus déstabilisateur de l'histoire de l'humanité. Tu fais de la Pax Americana. Mais attends, mais les Américains, ils vont nous faire la guerre? Nous, on est une puissance nucléaire. Désolé, bah oui, on peut pas nous faire la guerre comme ça. On peut pas nous envahir comme ça. Ça compte dans la discussion. Ça suffit pas. On a une capacité de projection faible, par exemple, militairement. Mais notre intégrité, elle est conservée, pour l'instant. Donc déjà, tu prends acquis de ça. Moi, si tu veux, les Américains nous entraînent, et encore heureux qu'on ait résisté 1 ou 2 fois, mais nous entraînent dans un truc
complètement destructeur. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en train de perdre une guerre en Ukraine. Ils sont en train de la perdre. Ils font pas la guerre, les Américains, en Ukraine. Ah, ils font par argent, ils mettent un peu d'argent quand même dans l'Ukraine. Tu parles de proxy ? Ouais. Alors, non, mais pourquoi ils feraient la guerre en Ukraine ? C'est intéressant. Quel est ton prisme de lecture sur l'Ukraine ? C'est le centre de l'échiquier ? Contenir la Russie. Contenir la Russie, toujours. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout ? C'est qu'on fout. Être le mouton, tu aimes ? Avec le troupeau des bêtes. Bah